Bien, nous allons commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus et merci à Jean-Frédéric Chaube de nous faire l'honneur de venir présenter son dernier ouvrage. Nous avons tous la même histoire et le sous-titre est important, les défis de l'identité. Alors, peut-être pour vous présenter, Jean-Frédéric, si je perds mes notes, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes un spécialiste des monarchies ibériques des XVIe et XVIIe siècles. Vous vous êtes consacré à l'histoire politique des royautés d'ancien régime, à la question de l'esclavage atlantique et à la minorité juive dans le contexte espagnol. Et je rappelle que vous avez enseigné dans beaucoup d'universités, si je puis dire, hein, Yale, Oxford, New York, Tokyo, Buenos Aires, Séville, La Havane et Mexico. Donc, un grand voyageur en quelque sorte. Je rappelle que vous avez écrit aussi d'autres ouvrages importants. L'Europe a-t-elle une histoire chez Albin Michel? Faire des sciences sociales comparées, qui était un ouvrage collectif. Pour une histoire politique de la race au Seuil, dans la collection du XXIe siècle. Et puis Race et histoire dans les sociétés occidentales du XVe au XVIIIe siècle chez Albin Michel. Alors je dirais que pour entamer cette conversation, il y aura un temps donc de parole qui sera laissé à l'auditoire ensuite. Lorsque j'ai refermé l'ouvrage, je me suis dit, voyons, qu'entend-on par histoire en quelque sorte? Parce que vous traitez des objets, je dirais, qui cristallisent aujourd'hui les controverses, hein. Colonisation, race et État-nation, notamment. C'est autour de ce triptyque, je dirais, qui est organisé votre ouvrage aujourd'hui. Vous montrez la faiblesse de beaucoup d'approches, comme, je dirais, les réglages méthodologiques nécessaires pour conserver à l'histoire ce que vous appelez et ce qu'on peut appeler son autonomie scientifique et son universalisme. Et vous montrez aussi par là même que toutes les discussions ne se valent pas. L'histoire peut masquer le passé au nom des intérêts du présent, si je puis dire. L'histoire, au fond, peut-elle changer au gré de ceux qui l'écrivent? Votre souci est de redonner de l'autonomie scientifique, je le disais, et de l'indépendance intellectuelle et l'histoire. Et vous revisitez, je dirais, à la fois le modèle européen dans cet ouvrage, la colonisation et la race, et l'idée de roman national. Alors, peut-être pour débuter, je vous demanderai au fond, à la fois, parce que la question m'a interpellé dans la première partie de l'ouvrage, peut-on faire histoire de tout? Et puis je serais tenté de dire alors, comment écrire l'histoire? Merci beaucoup. Merci à vous pour cette introduction. Je crois que votre première question était de quoi parle-t-on quand on dit le mot histoire? Il se trouve qu'en français, contrairement par exemple à la langue allemande, on a un seul mot pour dire deux choses différentes. C'est-à-dire l'histoire, c'est ce qui s'est passé dans le passé, et l'histoire, c'est ce que fait un historien quand il écrit à propos de ce passé. Hein, c'est ce dont on fait le récit, et c'est le récit de ce qu'on produit. Alors, je pense qu'il y a une définition extrêmement simple de ce que c'est que l'histoire dans le premier sens. C'est la somme de toutes les vies qui ont été vécues avant la nôtre. C'est très simple hein, comme définition. Toutes les vies qui ont été vécues par des gens avant nous, c'est l'histoire. Or, il se trouve que ces vies qui ont été vécues avant la nôtre, elles ne sont pas disponibles. Elles ne sont pas plus disponibles
au changement que ne sont disponibles les étoiles pour les astronomes. Ils ne peuvent pas en changer la trajectoire. Et donc, je crois qu'il faut partir d'une grande modestie quand on est historien, c'est que le passé, il n'est pas disponible. On ne peut pas en faire ce qu'on veut. Alors, ce qui ne veut pas dire que celui qui s'empare d'objets historiques n'a pas sa propre histoire, sa propre trajectoire, sa propre sensibilité. Mais cette sensibilité, cette histoire, ce parcours personnel, il doit accepter avec humilité de considérer qu'il n'a pas le droit de considérer que les vies du passé sont à sa disposition pour raconter ce qu'il a envie de raconter. Voilà. Et donc ça, c'est quand vous parlez d'autonomie de l'histoire, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire très simplement que les vies qui ont été vécues avant la nôtre, d'un certain point de vue, sont objectives. Notre subjectivité ne peut pas les modeler complètement en fonction de nos intérêts, de nos goûts, de nos préférences. C'est tout simplement, c'est ça la formule de l'autonomie en réalité. Et effectivement, au début de l'ouvrage, je renvoie dos à dos deux passions qui ont saisi la société française, le débat français depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire d'un côté l'affirmation de la nécessité d'embarquer la citoyenneté et la mémoire collective dans un roman national, et d'autre part l'idée, qui n'est pas exactement symétrique inverse, mais qui se positionne dans le débat à l'inverse, c'est-à-dire l'histoire doit être éclatée, doit être compartimentée en fonction des sensibilités des historiens, des lectorats, des groupes sociaux qui forment notre société plurielle. Et ce pourquoi je plaide, c'est pour la liberté intellectuelle qui fait qu'on n'est ni soumis à l'impératif d'un roman national qui est une fiction, ni affaibli par une fragmentation généralisée qui fait que chacun raconte ce qu'il a envie de raconter sur le petit canton du passé qui mobilise sa sensibilité. Voilà. C'est en gros ça l'idée du... Enfin, c'est ce qui organise le livre. Parce qu'on est toujours, lorsque on pratique, je vais dire, les sciences sociales, en quelque sorte, pris entre deux feux, si je puis dire. D'un côté, il y a la subjectivité, et de l'autre, il y a la recherche. Et vous le dites un moment dans votre ouvrage, lorsque on fait de la recherche et lorsqu'on va rencontrer le matériau sur lequel on va travailler, comme on dit, on se contente de ce que l'on a. Et ça, c'est compliqué. Alors ça, c'est extrêmement compliqué parce que nous essayons, nous les historiens, depuis, et les historiennes naturellement, depuis plusieurs décennies, précisément de sortir d'une approche du passé qui serait uniquement commandée par la nécessité de légitimer un État, de définir une nation et de renforcer le pouvoir culturel d'une élite sur l'ensemble de la société. Et alors, ça passe par quoi? Ça passe par le fait que, par exemple, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sous l'influence culturelle fondamentale du Parti communiste français, la question ouvrière est devenue une question académique, est entrée dans l'université, comme une question qui méritait d'être posée. Ça a été le cas de ce travail pionnier d'histoire des femmes, qui a démarré plus tard, et qui a fait entrer dans l'académisme, mais sans rien de péjoratif dans ce que je dis, la question des femmes. Et puis, ça, si vous l'avez évoqué il y a un instant, beaucoup plus récemment, enfin encore que depuis un quart de siècle quand même, on s'est intéressé en tant que tel à la question des populations réduites en esclavage, par exemple. Bon. Et ces vagues successives ont enrichi considérablement
disons, le programme de l'enseignement et de la recherche en histoire. Le problème, c'est que si on veut rester un historien scientifique, cette recherche portant sur des populations moins riches, moins puissantes dans l'équilibre des genres, ou carrément subalternes, se fait sans que l'on puisse, à moins d'être malhonnête, entièrement corriger la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous les historiens, de dépendre des traces matérielles que le passé nous a léguées. Qu'est-ce que c'est que les traces matérielles que le passé nous a léguées ? Ce sont des textes manuscrits, des textes imprimés, ce sont des paysages, ce sont des monuments, ce sont des œuvres d'art, ce sont des objets. Voilà, c'est tout. L'historien fait feu de tout bois. Et il faut dire une fois pour toutes, pour ne pas alimenter d'illusions, et je vais le dire de manière volontairement un peu brutale, il n'y aura jamais autant de traces laissées par les femmes que celles laissées par les hommes, au moins jusqu'au XIXe siècle, disons. Jamais autant de traces laissées par les esclaves que par les propriétaires d'esclaves. Jamais autant de traces laissées par les ouvriers que par les patrons. Et je pourrais multiplier à l'infini ce genre de choses. C'est-à-dire que nous partons d'une fondamentale asymétrie, non-symétrie dans cette bataille. Et un historien sérieux ne peut pas prétendre corriger cette asymétrie en fabriquant un monde auquel il n'a pas accès. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire sur des gens qui n'ont pas laissé de traces ce qu'ils pensaient. Vous ne pouvez dire ce que pensaient les gens qu'à la condition que ce qu'ils ont pensé s'est exprimé sous la forme d'un texte et que ce texte a survécu jusqu'à nous. Vous voyez ? Et donc, il y a non pas une impasse, mais il y a une honnêteté intellectuelle. Hein. Vous savez bien qu'il y a des archéologues, enfin pas les archéologues du 19e siècle, hein, qui réinventaient des sociétés et des palais princiers en Crète ou ailleurs, mais aujourd'hui, on ne va pas inventer, en tout cas, si on est un historien, après un romancier fait ce qu'il veut, ou un cinéaste fait ce qu'il veut, mais ça n'a rien à voir avec une démarche scientifique, rien du tout. Bon. Mais voilà, un historien est obligé, quelles que soient ses meilleures intentions, de tenir compte du fait que cette non-symétrie interdit de se donner comme objectif une parfaite mise à plat de tout. C'est pas vrai. Et alors, je finis juste sur ce point. Ce que je dis à l'échelle d'une société, notre société, la société française, est encore plus vrai à l'échelle du monde. Et je pense que c'est une des choses dont on prend le moins conscience, c'est qu'il n'y a qu'un relativement faible nombre de sociétés dans le monde qui ont laissé des traces. Je peux vous dire lesquelles, hein, ont laissé des traces en nombre extraordinaire. L'Italie a laissé des traces en nombre extraordinaire. L'Espagne et son empire. A laissé des traces en nombre fantastique. La Chine, où l'imprimerie a été inventée 300 ans avant Gutenberg. Vous voyez ? Et puis, il y a des zones entières du monde pour lesquelles nous avons extrêmement peu de matériel. Et donc, l'idée, par exemple, vous savez bien que dans sa fonction diplomatique et politique, l'UNESCO a publié, depuis les années 50, des histoires du monde, en faisant bien attention que le volume d'histoire de l'Afrique ne soit pas moins épais que le volume d'histoire de l'Europe, etc., par une volonté diplomatique et politique tout à fait légitime dans le rôle qui est celui de l'UNESCO, de faire mine que l'on peut en dire autant sur des régions pour lesquelles nous n'avons pas de traces que ce que nous pouvons dire sur des régions pour lesquelles nous avons une immense quantité de traces. Bon. Mais ça, c'est l'UNESCO, ça, c'est de la politique. Et c'est très bien comme ça, je pense qu'elle est dans son rôle de le faire comme ça. Mais pas nous. Nous, les historiens, on ne peut pas prétendre que l'on peut faire sur les régions de l'Afrique dans lesquelles le mode de circulation des idées politiques, par exemple,
est demeuré dans l'oralité jusqu'à une date entrée dans le XXe siècle, à l'exception évidemment du monde islamisé et de l'Éthiopie. Bon, enfin, ce monde-là ne peut pas produire aujourd'hui une histoire de même nature que l'histoire qu'on peut faire sur la Chine. Voilà. Et cette asymétrie fondamentale, il faut la regarder en face, très 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 sereinement, et en se disant, on ne peut pas produire le même type d'histoire sur tous les segments de la société et sur toutes les régions du monde. Prétendre le faire, en réalité, c'est mentir, c'est faire de l'idéologie. Justement, alors ça renvoie à une autre question importante qui est aussi un des fils conducteurs de cet ouvrage, c'est la notion d'universalisme. Comment, à partir de bouts d'histoire, si je puis dire, je caricature à l'extrême, arriver à une conception universelle? Alors, sur l'universalisme, je pense que vous le savez, parce que ça fait l'objet de tribunes dans la presse, etc. Il faut distinguer deux choses. L'universalisme comme un discours programmatique qui, de fait, a accompagné l'expansion militaire, culturelle, religieuse des Européens hors de chez eux depuis 5 siècles. Vous savez, catholique, ça veut dire universel en grec. Voilà. Ça, c'est une chose. Et y compris, si vous voulez, ce que nous pouvons savoir très facilement, il y a des promesses universelles qui ont été formulées par le christianisme. La lettre de saint Paul aux Galates, 3,28, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, car nous sommes tous un en Christ Seigneur. Bon, promesse d'universalité. La promesse d'universalité de la chrétienté n'a pas été tenue, puisque le monde chrétien, plutôt la doctrine chrétienne, a été la doctrine qui a englobé et fait fonctionner des sociétés profondément inégalitaires. La même chose peut être dite mot pour mot de l'islam. L'islam a une promesse d'universalité et le monde islamique, l'Oumma islamique, a gouverné des sociétés radicalement inégalitaires. Et puis on peut avancer dans l'histoire. On peut dire la Troisième République, elle affirme, elle réitère la promesse de la Déclaration des droits de 1789, et elle fabrique cette espèce de chose extravagante qui est la République et l'Empire à la fois. La République dans l'Hexagone, l'Empire en Algérie. Voilà. Donc, voilà. L'universalité n'a pas tenu ses promesses. Ça, c'est une leçon historique qu'on peut avoir, qu'on peut faire. Bon. Mais ça, c'est une dimension de la question. L'autre dimension, c'est l'universalité ou l'universalisme comme méthode scientifique. Et là, les choses sont tout à fait différentes. Parce que vous conviendrez avec moi, sauf si vous êtes anti-vax, qu'il y a un discours rationnel d'une science qui est, par exemple, la microbiologie, qui fonctionne avec le même type de rationalité de Shanghai à Vancouver et de Johannesburg à Moscou. On est bien d'accord, hein ? Les méthodes par lesquelles on parvient à faire tourner des satellites autour de la Terre pour que vos téléphones intelligents puissent vous permettre de communiquer avec les vôtres, eh bien, les ingénieurs qui lancent des satellites, ils parlent le même langage. Ils parlent le même langage. D'accord ? Donc le problème se pose de savoir si ça vaut aussi pour les sciences humaines. C'est ça la question. Et là, les choses sont pour moi, c'est là qu'on entre dans le dur de l'affaire. C'est-à-dire que, comme moi, il se trouve que je suis fonctionnaire et que je fais des sciences humaines, j'aimerais que vous soyez convaincus que vous payez des impôts pour quelque chose quand je reçois mon salaire et que je mérite mon salaire. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas payé par l'État, c'est-à-dire par vous, pour étaler mes opinions. Si vous payez des impôts qui se transforment en salaire pour moi, c'est parce que je suis supposé produire des connaissances. Et je suis personnellement extraordinairement choqué
à l'idée que l'on puisse, d'un côté, admettre que lorsque l'on veut que le satellite tourne autour de la Terre, ou que le chirurgien vous opère correctement, ou que le médecin vous prescrive le bon traitement, vous fassiez confiance à une science universelle. Mais que dès qu'il s'agit d'hommes, enfin de sciences humaines, je veux dire, là, la subjectivité, la sensibilité individuelle, ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans les tripes, etc., ça aide à réfléchir. Ben non, ça aide pas à réfléchir. Ça empêche de réfléchir. Et donc, comme moi, je voudrais, si vous voulez, qu'on accorde le même prix au travail que je conduis qu'au travail que conduit un scientifique de sciences dures dans son labo, eh bien, je ne peux pas accepter l'idée selon laquelle c'est ma sensibilité qui commande ma manière de faire de la science. Et c'est en ce sens précis qu'il y a, me semble-t-il, une nécessité d'affirmer l'universalité de la démarche en sciences humaines. C'est-à-dire que, et je vais dire les choses très simplement, il n'est pas indispensable d'être une femme pour faire de l'histoire des femmes. Il n'est pas indispensable d'être juif pour écrire sur la Shoah. Il n'est pas indispensable d'être noir pour faire l'histoire de la traite atlantique. Et je peux continuer indéfiniment, vous donner bien d'autres exemples de ce genre. Je signale que personne dans les années 60-70 ne s'est offusqué du fait que, allez, j'allais dire 100%, 98% des historiens qui ont écrit sur le monde rural étaient des urbains. Ça n'a choqué personne. Personne n'a trouvé ça scandaleux. Bon, donc ne pas s'identifier à son objet, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Prétendre qu'une sensibilité individuelle, une expérience personnelle, des souvenirs familiaux, etc., doivent être le vecteur sur lequel se construit la problématique scientifique, ça c'est un vrai problème. En ce sens, oui, je suis pour l'universalité de méthode. Oui, parce que ça, c'est très difficile en sciences sociales, notamment, parfois, je dirais, on est sur la corde raide entre, parfois, et on a reçu beaucoup d'auteurs ici, entre autres, à faire des fois la différence entre, je serais tenté de dire, le militant et l'historien. Par exemple, sans rentrer dans un débat qui pourrait nous mener très loin, mais je veux dire, actuellement, une prise de position, par exemple, comme celle que fait Patrick Boucheron, aujourd'hui, on ne va pas... ou ce qu'écrit Annette Wieworka sur la mémoire et tout. Vous le situez comment? Alors, là, vous touchez, bon, effectivement, un point qui enfin, à mes yeux, est tout à fait fondamental. Mon sentiment, si vous voulez, c'est que il faut inscrire le problème du rapport entre la parole militante et la parole scientifique dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui et qui est commandé par quoi? Par une révolution dans la révolution. La révolution, c'est le numérique. La révolution dans le numérique, c'est ChatGPT. Et je suis très sérieux en disant ça. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment dans lequel le passé pourrait être entièrement réinventé, sans que personne ne s'en aperçoive. Vous savez, le problème de ChatGPT, et je vous réponds en fait, je vous réponds. Le problème de ChatGPT, c'est pas que ça aide à rédiger. Les étudiants qui ont la flemme de rédiger eux-mêmes les essais qu'on leur demande d'écrire. Le problème de ChatGPT, c'est que ChatGPT peut montrer à un prof un discours du général de Gaulle que le général de Gaulle n'a jamais prononcé. C'est-à-dire, c'est la fabrique du faux. Nous sommes à l'ère de la fabrique du faux authentique, comme jamais auparavant. Souvenez-vous, beaucoup d'entre vous sont trop jeunes, mais d'autres se souviendront peut-être de la découverte des carnets de Hitler, il y a 40 ans, expertisés comme vrais. On a découvert que c'était faux parce que l'encre était une encre postérieure à 1970. Pour tout le reste, c'était du vrai. Okay, bon. Mais ça, ChatGPT, c'est ça à la puissance 50. D'accord? Et ce monde du faux se greffe sur un moment politique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode particulièrement
terrifiant qui a été le lendemain de la prise de fonction de Donald Trump lors de son premier et espérons seul mandat. Sa porte-parole, Kellyanne Conway, interviewée sur CNN, dit il y avait 1 demi-million de personnes pour assister au serment du président. Bon, il se trouve que les images obtenues par drone montraient qu'il n'y avait pas 1 demi-million de personnes, mais 25 000 personnes. Et lorsque le journaliste lui dit non, il n'y avait pas 1 demi-million de personnes, il y en avait 25 000. Elle répond il y a des faits alternatifs. Hein? La notion de fait alternatif est ce qui circule dans notre monde. Et si l'on croit que l'écart que l'on se permet par rapport, disons, aux vérités empiriques, c'est une forme de liberté, c'est une forme, au fond, d'affranchissement des normes, on est du côté d'un anarchisme intellectuel, etc. Pas du tout. C'est la dictature, au contraire. C'est la dictature. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de référents réels auxquels renvoyer, où tout, en fait, est dans une circulation imaginaire, eh bien, vous n'avez plus aucun moyen, vous n'avez plus aucun levier pour dire « c'est faux ». C'est faux, Madame Conway. Ils étaient 25 000, ils n'étaient pas 500 000, ils étaient 25 000. Mais à partir du moment où vous mettez en circulation l'idée que le nombre de personnes qui assistaient à la cérémonie dépend du regard que vous portez dessus, comment voulez-vous faire autrement que... Comment pouvez-vous vous affranchir de l'argument d'autorité de celui qui a le pouvoir ? Ce qui fait, à mon avis, que l'histoire, mais aussi la sociologie, l'anthropologie ou d'autres disciplines sont émancipatrices, c'est qu'elles nous donnent des armes pour dire quand le pouvoir ment. Mais si nous-mêmes nous commençons à dire, ouais, non, mais en fait, tout ça, si nous-mêmes nous commençons à dire, il n'y a pas de distance entre le littéraire et le scientifique, que la création littéraire nous permet de produire des connaissances. Je ne crois pas du tout. Alors, le livre est bourré de références littéraires, bourré, mais je ne crois absolument pas que la littérature fasse le même travail que l'histoire. Pas du tout. Et je pense qu'à partir du moment où un texte de fiction ne se donne pas comme texte de fiction, c'est-à-dire n'indique pas sur la couverture roman, il nous met en danger. Parce qu'il nous interdit de faire la distinction entre l'imagination et l'établissement des faits. Et ça, donc voilà, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut interpréter, et à mon avis, vigoureusement critiquer, l'idée selon laquelle le tempérament militant est par lui-même producteur de connaissances vraies. Voilà. Je pense qu'on a absolument le droit d'être militant. Et même par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je crois que quand l'université, dans son traditionnalisme, considérait que le monde ouvrier n'était pas une question sociale bonne à enseigner ou sur laquelle il était légitime de faire des recherches. Il fallait en effet un effort militant pour imposer la thématique à l'université. Mais dès lors que l'université s'est mise à produire des thèses, à élire des professeurs, à programmer des cours, à programmer au CAPES et à la Greg la question ouvrière, à partir de ce moment-là, la posture militante n'a plus aucune légitimité dans l'espace scientifique. Même chose pour l'histoire des femmes. Quand l'histoire des femmes était considérée comme non pertinente à l'université, il fallait que les féministes l'imposent. Et elles avaient raison. À partir du moment où il y a des labos spécialisés en histoire du genre, qu'il y a des thèses sur la question du genre ou sur la question de l'histoire des femmes ou sur les sexualités en très grand nombre qui sont défendues en France, avec des bourses, avec des prix de thèse, etc., la posture militante devient en fait un ferment d'affaiblissement du champ scientifique lui-même. Loin de le renforcer, ça l'affaiblit. Vous voyez ? Et donc, la question du militantisme me paraît pleinement légitime lorsqu'il s'agit de faire admettre à l'université qu'elle a oublié de parler de sujets fondamentaux. Mais dès que l'université s'en saisit, la posture militante doit être congédiée.
Justement, c'est un aspect aussi important de votre ouvrage qu'on retrouve parce que c'est une partie importante de votre ouvrage sur tout ce qui concerne la colonisation et la race. Et où donc, effectivement, se pose, je serais tenté de dire aujourd'hui, le débat avec ce qu'on appelle les décoloniaux, où vous expliquez effectivement que là, il y a une asymétrie, car il y a parfois de la part de la pensée décoloniale, je dirais, une façon de concevoir un Occident monolithique, je vais pour le faire vite, qui fausse peut-être et qui, je dirais, empêche quelque part ou freine, je dirais, la recherche et je dirais que la pertinence des faits, en quelque sorte. Alors oui, je suis tout à fait. Alors, je vais d'abord répondre sur la question coloniale et après on parlera de la race après, mais question coloniale. Je vais vous proposer, pareil, parce que sinon, si on veut communiquer, qu'on se comprenne, moi je fonctionne toujours avec des définitions. Alors, je vais vous proposer une définition de ce que c'est pour moi qu'une situation ou une dynamique coloniale. Une dynamique coloniale, pour moi, c'est lorsque une entité politique conquiert un territoire hors de chez elle, et dans cette conquête, congédie, je répète, les autorités politiques du territoire conquis. Premièrement. Deuxièmement, c'est lorsque le conquérant tire parti des ressources économiques du territoire conquis, soit directement en y envoyant des colons, soit indirectement en soumettant ce territoire à un système, disons, marchand, contrôlé par le conquérant. Deuxième point. Et le troisième, il n'y en a que trois, hein, rassurez-vous, le troisième, le pouvoir conquérant produit une idéologie qui justifie le premier et le deuxième point. Hein, il est très très rare que le colonialisme soit poussé par une idéologie. Hein. L'idéologie coloniale est en réalité un produit de la colonisation et pas l'inverse. Bon. Si vous acceptez cette définition, qui se veut très synthétique et très simple, dans ce cas-là, et ça je sais que c'est parfois difficile à accepter, il n'y a pas de spécificité européenne au regard de cette définition. C'est-à-dire que ce que je viens de décrire, c'est un type de phénomène qui se produit, par exemple, dans le processus de sinisation de l'Asie orientale, qui se produit dans la bantouisation d'un certain nombre de régions périphériques du bassin du Congo, dans l'incaïsation des Andes, bon, etc. Je pourrais multiplier les exemples, etc. L'Empire ottoman tombe exactement dans cette définition. C'est-à-dire que la difficulté avec ce que vous avez désigné comme le courant décolonial, ça consiste à postuler une responsabilité, culpabilité, criminalité superlative du monde européen par rapport au reste du monde. Il est incontestable que ce qui caractérise la trajectoire historique de l'Europe, c'est que de tous les impérialismes qui se sont succédés dans l'histoire du monde depuis des millénaires, il n'y en a qu'un seul qui ait à peu près réussi à tendre ses filets sur la totalité de la planète. C'est bien le modèle chrétien européen. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une réussite superlative de ce modèle. Mais en lui-même, le modèle que je viens de décrire, hein, conquête territoriale, mise à profit des ressources au détriment des populations autochtones naturellement et idéologie justificatrice, vous trouvez ça partout. Partout et tout le temps. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, je pense que le dire de manière aussi simple, c'est essayer de de porter un regard sur l'histoire de l'Europe qui soit un regard un tout petit peu moins passionné que celui qui consiste à expliquer que l'Europe est la sentine de tous les vices et de toutes les brutalités. En plus, c'est pas, je veux dire, là, en Europe, l'interrogation sur ces méthodes-là est pas récente, si je puis dire, et vous l'évoquez dans votre ouvrage, sur à la fois à travers la place de l'Europe dans le monde et ensuite dans les phénomènes de colonisation. Si on prend Montaigne, Cervantes
par exemple Shakespeare, pour vous citer ces trois-là, ils s'interrogent très tôt sur cette question. Oui, c'est là, c'est cette chose qui me paraît toujours tout à fait. C'est pas des chercheurs. Non, c'est pas des chercheurs, mais c'est-à-dire que, alors, on va se dire les choses. Moi, je suis convaincu que l'une des raisons pour lesquelles l'Europe a si bien réussi, c'est parce qu'elle s'est toujours détestée elle-même. C'est-à-dire qu'il y a dans l'attitude de l'Europe conquérante en permanence un discours de répulsion à l'égard du mouvement conquérant lui-même en Europe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout attendre les années, il ne faut pas attendre un de mes auteurs fétiches, donc ce que je vais dire n'est pas du tout une critique. Il ne faut pas attendre Frantz Fanon pour critiquer le colonialisme en Europe. C'est une vaste blague, ça. Ça, c'est une vaste blague. C'est-à-dire que la dénonciation de la brutalité coloniale est en fait contemporaine de l'aventure coloniale elle-même. Posez-vous la question, pourquoi le soft power des États-Unis est si puissant depuis 50, 60, 70 ans? C'est pour une raison extrêmement simple. C'est qu'il y a quelque chose de très particulier aux États-Unis, c'est que la dénonciation des vices de la société américaine et de sa brutalité n'est pas portée par le cinéma indépendant, mais par le cinéma commercial. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le génie de Hollywood, qui fait que c'est la machine imaginaire la plus puissante du monde, c'est d'avoir su utiliser les armes du cinéma et du langage cinématographique le plus commercial pour dénoncer les États-Unis, pas seulement pour en faire l'éloge. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement séduisant. Pourquoi les Américains nous séduisent? C'est parce qu'ils savent mal parler d'eux-mêmes. Pourquoi l'Europe a tellement séduit hors d'elle-même? C'est parce qu'elle a porté à la fois la brutalité, l'exploitation, l'esclavage, tout ce que vous voudrez, et en même temps un modèle d'autocritique que vous ne trouviez nulle part ailleurs, à ce niveau d'autocritique, notamment les trois auteurs que vous avez cités. Et aussi, vous expliquez qu'on étudie de moins en moins l'Europe, si je puis dire, aujourd'hui dans le monde. Et alors, vous vous adossez sur deux discours de politique américains, Roosevelt et Truman, je crois, oui, qui expliquent au fond que, bon, l'Europe, c'est un peu has-been. Oui. Alors, en fait, y a un phénomène aux États-Unis aujourd'hui qui est extrêmement frappant. Si vous prenez un État comme la Californie et une ville comme Los Angeles, bon, à Los Angeles, je vais certainement être faux sur les chiffres, mais c'est juste un ordre de grandeur. Il y a quelque chose comme 2 millions de Chinois, 1 million de Coréens, 800 000 Japonais. Bon. Et donc, il est tout à fait naturel et tout à fait sain que dans les grandes universités de Los Angeles, on crée un nombre juste de postes de profs en histoire chinoise, en histoire coréenne, en histoire japonaise. Parce qu'il y a une clientèle estudiantine qui a envie de connaître l'histoire du pays de leurs ancêtres. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Et on pourrait multiplier les exemples. Il y a beaucoup d'histoires de l'Amérique latine dans les États du sud des États-Unis qui sont frontaliers de l'endroit où arrivent les migrants du Mexique, etc. Bon. Et tout ça est, à mon avis, parfaitement ajusté. Simplement, le problème, qui pour nous est un vrai problème, c'est que pour pouvoir créer ces postes de profs en Moyen-Âge chinois ou sur la révolution industrielle au Japon, ou ce que vous voudrez, les moyens ne sont pas infinis. Donc, pour pouvoir créer ces postes, il faut en supprimer d'autres. Bon. Or, ce qui se passe aux États-Unis, qui pour moi est très, très, très frappant, c'est que c'est toujours les postes d'histoire d'Europe qui tombent. Jamais les postes d'histoire des États-Unis. Il y a des centaines, peut-être des milliers d'enseignants aux États-Unis qui racontent les batailles de la guerre civile et puis ce qui s'est passé avant la guerre civile, ce qui s'est passé après la guerre civile. Il y en a des milliers. En revanche, vous allez avoir une fonte extraordinaire des capacités aux États-Unis
de raconter l'histoire de la Renaissance italienne, de la Révolution française, de la Révolution industrielle en Angleterre, que du luthéranisme, etc., etc. Bon, voilà, ça c'est la situation actuelle, et c'est quelque chose que moi j'ai vu puisque j'ai enseigné longtemps. Voilà. Et au lieu d'avoir eu, disons, la capacité à diminuer un tout petit peu le nombre d'enseignants de l'histoire nationale, ce qui a été sacrifié, c'est l'histoire de l'Europe. En effet, comme considéré comme quelque chose de dépassé. Et on le remarque ailleurs, je veux dire, au-delà de la sphère américaine, est-ce qu'on a ce même comportement, je ne sais rien, en Australasie ou en Amérique latine? Alors, pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, je crains que de toute façon, je veux dire, ne serait-ce que pour des raisons démographiques, la surface, on joue sur un nombre d'universités quand même plus réduit, un nombre de postes plus réduit. L'Amérique latine, je le dis avec beaucoup de chagrin parce que c'est ma salle de jeu, hein, l'Amérique latine. Non, l'Amérique latine c'est catastrophique, mais pour des raisons qui sont liées à son histoire. L'Amérique latine, il y a extrêmement peu, et c'est terrible, extrêmement peu d'enseignement et de recherche sur autre chose que l'Amérique latine en Amérique latine. Ça, Et moi qui suis donc le monde dans lequel j'aime vivre, travailler, échanger, etc., c'est le sud de l'Europe et l'Amérique latine, hein, Espagne, Portugal, Italie et l'Amérique latine. Il faut bien dire, et je le regrette très profondément, ce que je viens de dire de l'Amérique latine est également vrai de l'Espagne, du Portugal et de l'Italie. L'Italie un petit peu moins, mais ce sont des sociétés dans lesquelles on enseigne extrêmement peu, ce qui n'est pas l'histoire nationale. Les pays d'Europe qui enseignent beaucoup, qui sont très 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 extravertis dans leur enseignement de l'histoire, d'abord c'est la France, c'est le Royaume-Uni, c'est la Belgique, c'est les Pays-Bas, c'est le Danemark, c'est l'Allemagne. Là, il y a beaucoup de profs qui travaillent sur autre chose que l'histoire d'Allemagne en Allemagne, l'histoire de la Belgique en Belgique, l'histoire de l'Angleterre au Royaume-Uni, etc. Il y en a beaucoup. Dans le sud de l'Europe, ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est une bataille que j'ai perdue, bien sûr, mais je n'arrête pas de houspiller mes collègues espagnols et portugais en leur disant, mais ouvrez les portes et les fenêtres. On a évoqué, vite fait, mais pour y revenir, la question du racisme. Donc, comment, je dirais, aujourd'hui, enseigner, s'emparer au sein des sciences sociales de ce débat qui est important? Alors, et vous l'abordez dans votre Oui. Alors, c'est vrai que c'est une expérience, ça fait 15 ans que j'enseigne sur ce que j'appelle, parce que c'est plus adéquat, les processus de racialisation. Bon, enfin, ça se comprend, hein, c'est pas très mystérieux. Alors, il y a une première chose qu'on peut dire qui est assez amusante, c'est qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre les identités politiques ou les sensibilités des historiens et la manière dont ils projettent ou pas dans le passé les phénomènes de racialisation. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez être hypersensible, et à juste titre, au processus de racialisation contemporain, actuel, et considérer que dans le passé, c'était beaucoup plus cool, tout allait bien, il faut attendre l'époque très contemporaine, ce qu'on appelle, ce qui à mon avis est une dénomination absurde, le racisme scientifique, l'hitlérisme, l'apartheid, etc., pour qu'on soit vraiment dans le racisme. Mais que ce qui se passait avant, c'était plus flou, c'était moins clairement exposé, c'était moins indexé sur de l'histoire naturelle, tout ça. Et donc, au bout du compte, les gens dans le passé arrivaient plus ou moins à négocier leur identité, à la modifier, etc. Moi, je n'en crois rien. C'est-à-dire que, mais ça, c'est l'objet d'un autre ouvrage. Je pense que les processus de racialisation durs, très excluants, dans le cas de l'esclavage totalement déshumanisant,
se sont produits au XIVe, au XVe, au XVIe, au XVIIe siècle. Ça, c'est mon cheval de bataille. Mais ce que je veux simplement dire, pour commencer à répondre à votre question, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le type d'inquiétude contemporaine concernant le racisme et l'interprétation qu'on va donner à l'histoire du racisme. C'est deux choses totalement disjointes. Hein, moi, j'ai des collègues qui sont beaucoup plus Black Lives Matter que moi, dans leur sensibilité personnelle, et qui pensent que le racisme est très contemporain. Bon, moi, je pense personnellement que la traite atlantique telle qu'elle a été conduite relève du crime contre l'humanité au sens où il a été défini en 1945. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je sois exactement sur la ligne de Black Lives Matter. Vous voyez ? Ça n'a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc ça, c'est le premier truc qu'il faut dire. Ensuite, pour répondre à votre question, je vais faire un peu la même démonstration que sur le colonial. Je vais vous donner deux définitions, si vous l'acceptez. Pour moi, le phénomène racial mérite une première définition que je qualifierais de synthétique. C'est-à-dire, pour moi, on est face à un phénomène de racialisation dès lors que l'on suppose, et le on, ça peut être un État, mais ça peut être une société qui se régule elle-même, hein, je n'ai pas dit qui, mais lorsque l'on suppose que les identités sociales, politiques, culturelles, émotionnelles des personnes et des groupes se transmettent de génération en génération, suivant des processus dans lesquels, de manière réelle ou de manière métaphorique, intervient le corps. Pas simplement l'esprit, mais le corps. Voilà. Donc, supposer que les caractères moraux des gens se transmettent de famille en famille, enfin de père en fils, si vous voulez, ou de mère en fille, dans un processus dans lequel le corps joue un rôle. Ça, c'est la définition que je propose. Et à cette définition synthétique, on peut lui associer une définition plus analytique qui permet de rendre les choses un peu plus concrètes. Et quand on essaie de voir de manière un peu plus concrète comment ça se passe, cette assignation d'identité liée au corps, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a en fait trois grands clivages, trois grandes oppositions, trois grandes discriminations, au sens où la discrimination, ça veut dire la séparation. C'est la discrimination qui distingue les descendants de conquérants des descendants de conquis. Hein ? Les Espagnols, les Incas, les descendants d'Espagnols, les descendants d'Incas. Le deuxième, c'est soit à l'intérieur d'une même religion, soit dans une situation de cohabitation de deux religions différentes. La discrimination est ce qui oppose les descendants de gens qui sont jugés purs sur le plan religieux et ceux qui sont les descendants de gens considérés comme impurs sur le plan religieux. Les marranes. Par exemple. Troisièmement, la discrimination oppose des gens qui sont considérés comme descendants d'hommes qui, pour pouvoir trouver des moyens de subsistance, ont exercé des activités déshonorantes. Et ceux qui sont descendants de personnes qui, pour assurer leur subsistance, n'ont jamais eu besoin de déployer des activités économiques déshonorantes. Alors, aux deux extrêmes de cette histoire, qui est en fait une histoire du travail, hein, vous l'avez bien compris, il y aurait le noble, qui lui ne travaille pas du tout et vit uniquement du travail des autres. Et à l'autre extrémité, vous avez l'esclave, qui n'est qu'une force de travail possédée par un autre. Voilà. Alors voilà comment ça peut se définir. Hein. C'est ce qui discrimine les descendants de ceci et descendants de cela, avec ce schéma de transmission du caractère de génération en génération. Si ces définitions vous satisfont, et peut-être dans le débat certains ne trouveront pas satisfaisantes, alors là encore, ce que je viens de dire ne caractérise pas l'Europe. C'est-à-dire que
l'opposition entre descendants d'esclaves et descendants de libres, descendants de purs et descendants d'impurs sur le plan religieux, descendants de conquérants, descendants de conquis. Je peux vous faire la longue liste des régions, y compris des régions de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, où ces trois discriminations ont fonctionné et même continuent de fonctionner. Et donc là, il n'y a pas non plus de spécificité européenne. Après, peut-être vous me demanderez quelles sont les spécificités européennes. Je suis prêt à répondre, mais je ne vais pas anticiper. Ben, voilà, on y va. Alors, je vais vous dire, moi je crois que, parce que je ne vais pas donner l'impression que je suis en train de réhabiliter l'Europe triomphante, etc. En fait... C'est pas ce que vous dites dans le chapitre, d'ailleurs. C'est pas du tout ce que je dis. Que vous y consacrez. Non. En fait, je pense que l'Europe a, dans la trajectoire européenne, il y a deux macro-phénomènes, deux macro-réalités qui distinguent l'Europe des autres régions du monde qui pourtant ont été colonisatrices et racistes et esclavagistes. D'accord ? Les autres régions du monde aussi. Mais ce qui s'est passé en Europe de vraiment singulier, alors sans ordre hiérarchique, mais là simplement chronologique, c'est 1. L'invraisemblable durée de l'antijudéisme et de l'antisémitisme, 1800 ans d'obsession, pas tout à fait éteinte, et ce qui n'est pas le débouché, mais de fait, le caractère extraordinaire de la mise à mort industrielle des Juifs en Europe, je ne dis pas en Allemagne, je dis en Europe, entre 40 et 44, 45. Bon. Ça, des comme ça, il n'y en a pas ailleurs. Ça ne s'est pas produit comme ça ailleurs. Et à propos de qui que ce soit. 1800 ans d'obsession et au bout du chemin, les 6 millions de morts gazés. Enfin, premièrement. Deuxième événement proprement européen, il n'y en a que deux. Ce n'est pas à chaque fois 3. La traite atlantique. Pourquoi la traite atlantique ? Parce que ce qui s'est produit du fait de la conquête européenne des Amériques, comme vous le savez, c'est d'abord un effondrement démographique radical de la population amérindienne, 90%, mauvais traitement, exploitation, choc microbien. Bon, l'histoire est très connue, mais il faut voir ce que ça veut dire. 90% de la population qui disparaît en 3 décennies. Et le déclenchement lié à cet effondrement démographique, et pas que, c'est pas uniquement lié à ça d'ailleurs, parce que la traite était déjà une pratique transméditerranéenne bien avant la conquête de l'Amérique. Mais enfin, le fait est que les 12,5 millions d'Africains qui ont été déportés vers les centres d'exploitation économique américains dès le XVIe siècle, mais de manière de plus en plus intense, avec un pic qui correspond aux années 1760-1820, cette espèce d'ingénierie sociale, comme on aurait dit à propos de l'époque stalinienne, cette ingénierie sociale qui fait que, d'une part, on s'empare de millions de kilomètres carrés, on fait de fait s'effondrer la population amérindienne et on compense en partie, en tout cas en termes de force de travail, par une pratique radicalement déshumanisante qui est la traite. Parce que ce qui est très particulier, ce n'est pas l'esclavage. L'esclavage, c'est la chose la plus banale du monde. Il y en a partout des esclaves. Partout. Mais ce qui n'existe pas partout, c'est la traite. C'est-à-dire le fait que l'être humain est considéré littéralement comme du cheptel, comme une chose, comme un objet. C'est ça qui est... Et qu'il est acheté comme de la force de travail non humaine. C'est ça qui est très particulier dans la traite. Et voilà. Et donc, je dirais que... c'est pour ça, d'ailleurs, j'imagine, je ne sais pas s'il a été présenté ici à Ombre Blanche, mais le magnifique livre « Les mondes de l'esclavage » montre très bien ça. C'est-à-dire que si la question c'est où est-ce qu'il n'y avait pas d'esclaves, vous pouvez toujours vous brosser pour trouver des endroits où il n'y avait pas d'esclaves dans le passé. Esclaves, il y en a partout. En revanche, la traite atlantique européenne,
est un crime superlatif dans la manière, enfin dans sa physionomie particulière. Voilà. Et donc il me semble que, je dis ça parce que je ne voudrais pas que vous donniez l'impression que, à force de dire il y a du colonialisme partout, il y a de l'esclavage partout, il y a du racisme partout, ça voudrait dire qu'au fond, les Européens ou l'histoire européenne n'a pas à regarder en face certains aspects odieux de son histoire. Si, bien sûr que si. Voilà, c'est pour ça que c'est ces 2 points. Bien sûr. Il y a une autre partie dans votre ouvrage qui est celle, avant de passer la parole à la salle, c'est une partie qui porte sur le roman national. Et alors, je dirais, ma question serait, comment écrire un roman national sans roman, en fin de compte? Parce que c'est un peu ça que vous évoquez dans ce chapitre. C'est-à-dire, il y a une déconstruction critique à mettre en place, mais qui ne s'appuierait pas, je dirais, sur le romanesque, en quelque sorte. Alors, bon, d'une part, j'insiste, je l'ai déjà dit, je le répète, je pense qu'on ne gagne rien à gommer la frontière qui sépare la fiction de la production historiographique universitaire. Certains de mes collègues y tiennent beaucoup. Je pense que c'est faire la même chose que les faits alternatifs à la Trump. Ils seraient évidemment scandalisés d'être qualifiés de Trumpistes, mais en réalité, ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils brouillent la distinction entre le vrai et le faux. Et ça, pour moi, c'est totalement inadmissible. Ça, c'est pour la question roman par roman. Maintenant, le dilemme dans lequel se trouvent plongés les professeurs d'histoire, lorsque, puisque je le cite dans la première page de mon livre, un Nicolas Sarkozy demande à ce que l'on restaure le roman national. Ça voudrait dire, faudrait expliquer aux gosses que Clovis se croyait français, que Philippe Auguste a inventé le territoire national, que Philippe le Bel a fabriqué l'État et la laïcité, et bon, ou que les intendants de Louis XIV annoncent les préfets de Napoléon. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est-à-dire que pour arriver à faire cette frise qui décorait les préaux des écoles dans les années 40, 50, 60, etc., enfin même au XIXe siècle, il se trouve que ce récit est faux. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est juste de la Troisième République transformée en vignette avec des gens habillés avec des poulaines ou avec des chapeaux à plumes, etc. Mais enfin, ça ne marche pas. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que les choses se sont passées. C'est pas comme ça qu'elles se sont développées. Et c'est pas le sens qu'elles avaient en leur temps. Et donc, on voudrait raconter aux gosses, en gros, j'irai vite, hein, dans le primaire, on leur raconte une histoire chronologique, machin, tout ça, où déjà la France était déjà la France sous Clovis, puis la France était déjà la France sous Charlemagne, et puis la France était, etc. Bon. Pour ensuite qu'au lycée, des profs qui ont des manuels un peu plus critiques, un peu plus, etc., commencent à déconstruire le roman, et finalement, à la fac, il n'en reste rien du roman. Enfin, en principe, les profs doivent le critiquer entièrement. Est-ce que c'est une bonne manière de faire ? Est-ce que c'est une bonne manière de faire d'apprendre à des enfants une belle histoire que dans les étapes suivantes de leur formation, on va leur expliquer, en fait, ce qu'on vous a raconté, c'était des âneries. Pas sûr que ce soit très malin. Je ne pense pas que ce soit très malin. Par ailleurs, je ne pense pas du tout, contrairement à certains critiques, qu'il soit scandaleux. Alors, il y a 2 choses. Je pense tout à fait pas du tout scandaleux qu'on enseigne aux enfants des éléments d'histoire qui ne sont pas de l'histoire de France, qui sont de l'histoire de tas de régions, etc. Bon. Et je ne suis pas non plus d'accord avec ceux de mes collègues de ma génération qui, de manière particulièrement mensongère, prétendent que les gens de ma génération n'ont été formés qu'à l'histoire de France au collège et au lycée. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Hein, et moi, je ne parle pas des cours d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que, bon, je suis né en 63, donc, hein, je suis collégien à partir de 74. Moi, on m'a appris de l'histoire, américaine, on m'a appris de l'histoire chinoise, on m'a appris de l'histoire indienne, on m'a appris de l'histoire russe.
au collège et au lycée. Hein. Il ne faut pas raconter d'histoire, si j'ose dire. C'est pas vrai. Hein. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut avoir là une position moyenne, c'est-à-dire ne pas prétendre que la France est engoncée dans un espèce de chauvinisme et de cécité nationale. C'est complètement faux. Et d'un autre côté, il ne faut pas tirer à boulet rouge sur l'école en disant il est scandaleux que des gosses passent 1 heure à apprendre ce qu'était le royaume du Monomotapa ou l'empire du Mali, alors qu'il ferait bien mieux de connaître la biographie de Colbert et de Louvois. Voilà. Je pense que les deux positions sont fausses, tout simplement, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Maintenant, vous le savez, puisque vous avez lu le livre, si on veut que les gosses de ce pays, je dis bien les gosses, quelle que soit l'origine de leurs parents, la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent, enfin, tout ça ne m'intéresse pas. Quelle que soit leur inscription sociale, si on veut que des gosses de ce pays aient un périmètre émotionnel commun, je vais dire ça comme ça, je ne suis pas du tout sûr que le roman national soit la bonne idée. Je ne parle même pas de la caricature, nos ancêtres les Gaulois, etc. Hein, bon. Mais l'exemple que je donne, parce que je veux dire la vérité, qui m'a profondément ému. C'est pas ce qu'ont fait les profs d'histoire, c'est ce qu'ont fait les profs de littérature, enfin les profs de français. Dans le primaire, dans le secondaire, collège et lycée, en 2022, ils ont fait un truc formidable, qui moi vraiment m'émeut vraiment très profondément. Je ne veux pas faire de mélo, mais ça c'est vraiment une chose qui m'émeut profondément. Ils ont fait jouer à des dizaines de milliers de gosses en France des scènes de Molière en 2022 pour le 4e centenaire. Et personnellement, moi qui suis historien et pas littéraire, je trouve infiniment plus satisfaisant en termes d'émotions partagées dans le cadre de la République, dans l'espace national, de communier au culte de cet écrivain absolument génial, ça c'est mon goût personnel, absolument génial, qu'était Molière. Ça me paraît infiniment plus fertile. Il n'y a pas besoin de mentir, pas besoin de raconter d'histoire, pas besoin de raconter d'histoire qu'on démentira postérieurement. Et on va, tous les gosses, de familles avec livres, de familles sans livres, etc., hein, tous ensemble, on va jouer des scènes tirées des pièces de Molière. Ben ça, je trouve ça formidable. Et beaucoup mieux que le roman national. Ça veut dire quand même l'importance de la littérature. Ah, vous l'évoquez aussi sur la question du racisme avec Bérénice et les interprétations qu'en ont fait Racine, Corneille et l'abominable Brasillac, donc d'une part. Et là aussi, sur cette dernière partie qu'on vient d'évoquer, vous convoquez, c'est le cas de le dire, Balzac avec, et c'est pas pour rien que c'est comme ça que ça s'appelle, l'envers de l'histoire contemporaine. Qui signifie beaucoup de choses. Oui, non, mais moi, encore une fois, je pense que... je vais vous dire pourquoi je considère que la littérature est fondamentale pour un historien. Alors que j'affirme, et je réaffirme, et je souligne que j'exige une distinction entre fiction et réalité. C'est pour une raison très simple, c'est que les historiens qui travaillent sur une période postérieure à 1930, quand je suis sympa, mettons 1945, ne travaillent qu'avec des morts. M-O-R-T-S, hein, je ne parle pas de morts, de morts. D'accord ? C'est-à-dire, moi, je travaille sur le 16e, 17e siècle, hein, c'est ça ma spécialité, et donc, les gens sur lesquels je travaille sont morts. Je ne peux pas leur parler. Il y a des gens qui travaillent sur mai 68, ils peuvent parler à des septuagénaires qui ont fait 68. Bon. Moi, je ne travaille pas sur mai 68, je travaille sur d'autres trucs. Bon, peu importe. Et là, quand on travaille, comme Ulysse, on descend dans le royaume des morts, le problème, c'est comment est-ce qu'on a accès à la vie des gens qui sont morts. Alors, les historiens classiquement disent, le truc le plus important, c'est les archives. Alors, c'est vrai, parce que les archives, ça nous procure un type d'information qu'on n'aurait pas autrement. Simplement, qu'est-ce que c'est que les archives ? En fait, c'est des actes de procédure.
à l'exception de quelques correspondances privées, quelques journaux intimes, mais enfin, il y en a très peu. Les actes de procédure. Imaginez que dans 300 ans, des historiens connaissent de vous les formulaires que vous avez remplis pour obtenir une carte d'identité, une carte vitale, pour demander un visa pour aller en Chine, pour obtenir un logement social, que sais-je encore, ou pour adhérer à un club. C'est ça, vous remplissez des formulaires. Ça dit des choses sur vous que personne ne pourrait savoir si on n'a pas ces formulaires sous les yeux. Donc ça donne bien des informations qui sont extraordinaires, enfin qui n'existent nulle part ailleurs. Mais vous voyez bien, le problème du formulaire en question, c'est son incroyable pauvreté en termes de vocabulaire. Si votre vie, ce qu'a été votre existence, se réduit à la somme des formulaires que vous avez remplis pour obtenir des cartes ou des statuts, l'image qu'on aura de vous est d'une très grande pauvreté, vous en êtes bien d'accord. La raison pour laquelle la littérature est fondamentale pour un historien, c'est parce que les œuvres littéraires, qu'il s'agisse de poésie épique, qu'il s'agisse de poésie dramatique, qu'il s'agisse de poésie lyrique, qu'il s'agisse de prose, c'est l'endroit dans lequel toute société dépose le plus grand nombre de mots. C'est tout simplement ça. L'archive, c'est extraordinairement riche en informations, extraordinairement pauvre en mots. Or, vous le voyez bien, pour pouvoir nous approcher de ce que c'est qu'un individu, une personne, on a besoin d'un très riche vocabulaire pour pouvoir exprimer ses pensées, ses émotions, ses impressions, etc. etc. Et donc, pour moi, la littérature est fondamentale pour cette raison-là. C'est le coffre-fort dans lequel se trouvent les mots. Ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Les gens ne peuvent plus parler. Si vous faites de l'histoire orale, vous allez rencontrer des gens de toute classe sociale qui pourront avoir un vocabulaire extraordinaire. Vous allez interroger un artisan qui va pouvoir déployer devant vous, encore une fois, un lexique d'une richesse extraordinaire, mais parce qu'il est vivant. Mais comment on fait avec les morts? On ne peut pas. Et donc, c'est pour ça que dans mon travail personnel, dans mon enseignement, la littérature joue un rôle vraiment très, très important. Très, très, très important. Mais, et je répète, je ne me considère pas comme un littéraire. Pas du tout. Et je ne considère pas qu'on gagne quoi que ce soit à brouiller les pistes entre la création et la production de connaissances. On va peut-être passer la parole à l'auditoire. Je suis très bavard. Sachant, on vous a invité pour ça, Jean-Frédéric. Avant de passer la parole, d'ailleurs, je précise que dans la conclusion de votre ouvrage, vous citez notamment Ibrahima Thioub, qui répond d'ailleurs au discours de Nicolas Sarkozy, pardon, à Dakar en juillet 2007. Et donc, où il dit que laissons aux historiens la responsabilité de dire si la colonisation a été rentable ou non pour la France et pour l'Afrique. Chacun à sa place. Vous avez la parole. Il suffira de lever le doigt, ce qu'ils viennent de faire, pour qu'on lui passe le micro. Merci. Je voudrais poser une question par rapport à l'enseignement, premier degré, second degré. Vous avez parlé aussi de l'université. Juste une parenthèse par rapport à votre propos. Les étudiants qui accèdent à l'université à un enseignement d'histoire, ça doit représenter 3 ou 4%. Donc si on a une déconstruction des enseignements antérieurs à l'université, peu sont concernés, mais c'est une parenthèse. Je voudrais poser une question qui est liée à quelque chose que vous avez évoqué sur la personne de Sarkozy, qui est intervenu sur la question de l'enseignement de l'histoire. Mais quand on regarde et on observe de près le travail du Conseil supérieur des programmes, on constate que depuis plusieurs mandats, la présidence est intervenue directement sur le Conseil supérieur des programmes sur l'enseignement de l'histoire, ce qui est une spécificité de l'intervention de la présidence sur le Conseil supérieur des programmes.
Donc ma première question serait, qu'est-ce que vous pensez de cette collision entre le politique et la question scientifique au sein du Conseil supérieur des programmes? Ça serait mon premier point. Mon deuxième point, c'est qu'il y a toute une pression sur l'identité nationale corrélée à la question de l'enseignement de l'histoire, qui est dans les débats politiques. Donc, est-ce que vous pensez que ce débat, que cette pression du politique, y compris celle de la présidence, a infléchi véritablement dans une certaine orientation cet enseignement de l'histoire sur, on va dire, les 30 dernières années, par exemple? Est-ce que ça a eu une incidence effective, le rapport du politique à l'enseignement de l'histoire? Ce serait ma deuxième question. Ma troisième question, une question d'efficacité. Mais c'est une série dans le même sac, hein, quand même. Ma troisième question serait sur y a-t-il véritablement une efficacité de la question de l'identité par rapport à l'enseignement de l'histoire le long du cursus scolaire entre premier degré, collège et lycée? Est-ce qu'il y a une efficience de ce rapport-là? Ou est-ce que l'enseignement de l'histoire, ce n'est pas une manière de penser critique par rapport aux formations des significations sociales? Est-ce que véritablement un enjeu de l'enseignement de l'histoire, c'est la question de l'identité? On pourrait parler du fait religieux, hein, qui Régis Debray, enfin tous ces débats. Je me tais. Alors il y a énormément de choses dans ce que vous avez dit. Alors pour vous répondre, je vais d'abord dire une chose qui est très importante, c'est que je ne suis pas historien de l'éducation en France. Donc pour répondre à votre question intermédiaire, c'est-à-dire dans quelle mesure les pressions de l'Élysée sur le ministère de l'Éducation nationale et sur... Bon, ça, je serais absolument... Parce que ça suppose une enquête. Bon, et c'est enquête que je n'ai pas faite. Après, il y a une question dans la question qui est: est-ce qu'il est normal que le pouvoir politique ait quelque chose à dire sur l'enseignement de l'histoire dans un pays donné? Et deuxièmement, ça se divise en est-ce qu'il est normal que l'Élysée joue un rôle là-dedans? Alors, est-ce qu'il est normal que l'Élysée joue un rôle là-dedans? Moi, j'aurais une réponse très simple. Je ne suis pas un grand amoureux de la Constitution de la Ve République révisée en 1962, si vous voyez ce que je veux dire. Bien. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des effets profondément toxiques de cette révision constitutionnelle de 1962. Mais enfin, j'étais même pas né. Hein. Bon. Alors maintenant, alors, il reste quand même un dilemme qui nous concerne tous, dont je serais incapable, et je pense que je ne crois pas qu'on puisse en expliquer toutes les causes, mais il se trouve que pour le moment, depuis que le programme libéral, au sens du libéralisme politique, s'est déclenché entre la Révolution américaine, française, haïtienne, bolivarienne, etc., bon, tournant 18e, 19e, et que les structures de l'ancien régime monarchique et catholiques ont été ébranlés, il ne me semble pas que l'on puisse dire que la démocratie, comme régime politique et comme fonctionnement social, ait su fonctionner à d'autres échelles qu'à une échelle nationale. Échelle cantonale peut-être, mais pas échelle supranationale. Et donc, il est un tout petit peu hasardeux de vouloir jeter par-dessus les moulins la volonté de faire nation, au sens français, hein, républicain, tout ce qu'on voudra, hein, si l'on veut maintenir quelque chose comme un fonctionnement démocratique des institutions. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut là avoir un tout petit peu de prudence vis-à-vis de cette chose-là. Ce qui ne veut pas du tout dire d'affirmer des identités excluantes, etc. Mais malgré tout, trouver un
un langage commun. C'est pour ça que je donnais l'exemple de Molière tout à l'heure, hein, qui fait que il faut... Parce que si la fragmentation du monde social est telle qu'il n'y ait plus d'éléments d'identification partagés par les différents groupes qui forment la société ou les différents territoires qui forment le pays, on ne voit pas très bien quel est le sens même du geste électoral, par exemple. Voilà. Et donc, on est un peu dans cette situation-là. Mais je sais plus, je sens que j'ai perdu un bout de votre troisième point. Vous avez beaucoup insisté sur la dimension scientifique. Oui. Je suis arrivé un peu en retard, mais ça a Oui. été quand même un point sur lequel vous êtes revenu beaucoup. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a une manière de penser avec l'histoire. Or, si on croise cette manière de penser avec un enjeu qui est celui de l'identité nationale, dont j'ai compris, on va dire, votre conception large de composer une question nationale à travers l'enseignement, au demeurant, est-ce que véritablement vous avez critiqué la dimension de la fiction par rapport à la scientificité? Est-ce que l'enjeu de l'identité nationale ne fait pas virer nécessairement la science historique du côté d'une dimension qui serait une dimension de roman national, et que donc là, il y aurait une confusion des principes dans les positions de l'enseignement? Donc ça c'est une première question. Oui. Non, mais et la deuxième, ce serait celle de l'efficacité de la formation effectivement du sentiment national à travers l'enseignement de l'histoire, par rapport auquel, en ce qui me concerne, j'ai quelques réserves. Oui, non, j'ai bien compris. Alors, je vais le dire très simplement. Il me semble que ce que nous apprend l'histoire comme manière de raconter la société, d'accord ? L'histoire ne raconte qu'une seule chose. Ça peut se résumer à une seule chose. C'est qu'on ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Voilà. C'est ça que raconte l'histoire. Ce que raconte l'histoire, c'est que toutes les sociétés humaines sont en mouvement. Et que le changement, lent, très lent, quasi immobile ou très rapide, de toute façon, les sociétés humaines, ou les hommes, c'est-à-dire les sociétés humaines, parce qu'il n'y a pas d'hommes non socialisés, sont engagés dans quelque chose qui s'appelle le changement. Avec cette particularité, et c'est toute la difficulté d'un bon exercice de l'histoire, c'est que quand on est comme Fabrice à Waterloo, on ne sait pas comment va se terminer la bataille. Personne ici ne sait si Trump va gagner en novembre. Personne. On peut faire des anticipations. On peut faire des anticipations dans notre imagination. Mais nous n'agissons pas aujourd'hui en fonction du fait que nous savons que Trump va gagner. Nous pouvons éventuellement agir en fonction du fait que nous craignons que Trump gagne ou que nous le souhaitions. Bon. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est ça que nous apprend l'histoire. Ce qu'apprend l'histoire, et à partir du moment où on a compris une chose, c'est qu'à tout moment, les sujets ne sont pas embarqués dans le futur, mais construisent le présent, eh ben, c'est une école de liberté. Puisque le futur n'est pas écrit. Si le futur n'est pas écrit, c'est que nous sommes, nous, en train de l'écrire. Et donc, je dirais que d'un point de vue philosophique, ce que l'histoire apprend, c'est cette liberté-là, que le futur n'est pas prédictible et qu'il est à tout moment construit au présent. Et si on ne fait rien, eh ben c'est notre faute, on ne fait rien. Mais si on veut contribuer à construire l'avenir, eh ben c'est entre nos mains. Voilà. Et de ce point de vue-là, je pense que l'histoire est très utile, comme exercice intellectuel en tout cas. D'autres questions? N'hésitez pas. Bonjour. Je trouve ça très très passionnant, et surtout la vérité scientifique, enfin tout ce qui est vraiment fait que l'histoire a vraiment des bases scientifiques. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je vois que de plus en plus, il y a beaucoup de suspicions et les gens remettent en cause systématiquement même l'histoire la plus scientifique, universitaire, est systématiquement remis en cause par les réseaux sociaux, par les gens. Et je me pose la question, c'est quand même quelque chose de très dangereux et je ne sais pas comment on pourrait lutter contre ça. Peut-être. J'ai pas la réponse.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, je veux dire, c'est pas parce que vous avez de formidables facs de médecine qui produisent de formidables médecins que vous allez arrêter les gens qui prétendent que Moderna vous a injecté une puce commandée par Bill Gates. Bon, voilà. Donc, le philosophe Spinoza l'avait déjà dit au XVIIe siècle. Hein, si une idée juste pouvait effacer une idée fausse, ça se saurait. Donc, moi, j'ai pas la solution. Honnêtement, j'ai pas la solution. Je pense que nous entrons dans une ère de vraiment extraordinairement dangereuse à cause du numérique et des intelligences artificielles génératives. Je pense que c'est un monde dont nous ne soupçonnons même pas le niveau de dangerosité. Et donc, la seule chose que je puis dire, c'est que ma position et mon attitude comme prof, comme chercheur, comme quelqu'un qui fait de la politique scientifique, c'est d'affirmer et réaffirmer la légitimité et la différence d'un point de vue scientifique par rapport à un point de vue qui serait de l'ordre de l'opinion, du sentimentalisme ou des choses comme ça. Voilà. C'est tout ce que je peux en dire. Mais je vais vous donner un exemple. Pourquoi je vous dis que c'est extraordinairement dangereux? Bon, il se trouve que je suis prof, je dirige des thèses, et la meilleure de mes étudiantes, pour le moment, à la fin de sa thèse, elle faisait une thèse sur qui se passe au XVIIIe siècle, et elle est venue me voir en me montrant 2 gravures du XVIIIe siècle représentant le siège d'une ville, peu importe le sujet, c'était 2 gravures du XVIIIe siècle en relation directe avec ce qu'elle avait trouvé pour un des chapitres de sa thèse. Alors je regarde les gravures, je dis c'est formidable, mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Et elle me répond, c'est moi qui les ai faites. ChatGPT. Alors je lui dis, vous mettez ça directement dans la corbeille. Directement dans la corbeille. Parce que même si elles sont vraisemblables, peu importe qu'elles soient très très vraisemblables, et que peut-être un graveur du XVIIIe siècle aurait fait quasiment exactement la même. Mais le statut de cet objet, c'est que c'est un faux. Et c'est même s'il est très exact, il est totalement faux. Et ça, c'est vraiment le point. C'est vraiment le point. Et je vous raconte juste une histoire. Je raconte juste une histoire qui m'a beaucoup touché. Il se trouve que j'étais à Santiago du Chili pour le. Enfin, c'est pas pour, mais ça a coïncidé avec le 50e anniversaire du coup d'État de Pinochet. Et donc, on m'a embarqué les collègues m'ont demandé de participer à une après-midi de discussion avec les étudiants sur ce qu'avait signifié le coup d'État de Pinochet pour la France, etc. Bon. Et on a eu une longue discussion avec les étudiants. C'était très drôle, d'ailleurs, ils étaient tous grévistes, ils étaient tous là. C'est-à-dire, ils étaient grévistes pour célébrer Allende, mais ils étaient là parce que ça les intéressait. Bon. Et à un moment donné, on a parlé de ça. Et je leur ai dit, mais c'est ça le danger pour votre génération, vous qui avez 22, 23 ans. C'est ça le vrai danger. Et je leur ai dit, vous savez, le prochain coup d'État, il ne se prépare pas dans les casernes, il se prépare au bout de votre clavier, de vos claviers d'ordinateur. Bon. Alors, il y a eu un silence dans la salle de mort. Puis après, je suis parti pour prendre mon métro, rentrer chez moi, dans l'appartement que j'avais à Santiago. Et je suis passé devant la cafétéria. Et il y avait les étudiants, ils sont sortis. Ils m'ont entouré, ils m'ont dit merci. Parce que là, vous nous avez appris un truc, on n'y avait jamais réfléchi, mais c'est vous qui avez raison. Le prochain coup d'État, c'est ChatGPT, c'est pas les militaires. Et voilà. Et je pense que c'est vraiment sérieux. C'était Guy Debord écrivait que le faux est un moment du vrai. Exactement. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre intervention. Ma question porte notamment sur le rapport que vous avez moult fois évoqué sur finalement la méthode scientifique et l'histoire. Et ma question est, est-ce qu'on peut accepter finalement la complexité de l'histoire, dans le sens où la remise en question scientifique, elle est surtout face à de la compréhension. On se dit que les sciences, c'est compliqué, c'est de l'abstraction, qu'il y a une complexité, et que finalement, on se dit que l'histoire, il y a un peu, notamment à cause de cette dimension de récit, que c'est simple, que c'est une succession d'événements, que la complexité tient juste en fait qu'on n'a pas assez de place sur la feuille pour finalement mettre toutes les flèches qui mènent à l'événement. Et donc, je me demande comment est-ce que vous considérez la complexité en histoire, et est-ce qu'on peut finalement sortir de cette difficulté de devoir constamment réaffirmer l'utilisation de la méthode scientifique du métier d'historien? Super question. Alors, d'une part,
il y a une première réponse très simple. La différence entre, je sais pas, la physique Marche. théorique et l'histoire, c'est que l'histoire s'écrit en langue naturelle, pas en équation. Donc, si vous ne savez pas des maths, vous ne pouvez pas lire un article de physique. Vous ne pouvez pas. C'est très simple. Si vous ne savez pas de maths, vous pouvez lire un article d'histoire. Si vous savez lire un roman, vous pouvez lire un article d'histoire. Bon. Donc, la question est celle, il n'y a pas un langage particulier de l'histoire. L'histoire, c'est la langue naturelle. C'est la langue que nous parlons voilà, ce soir. Maintenant, je suis très heureux que vous parliez de la complexité parce que l'histoire, c'est super difficile en fait. La bonne histoire, c'est extrêmement compliqué. Je vais vous donner un exemple juste pour que vous compreniez à quel point c'est compliqué. Une bonne recherche en histoire, ça consiste à réussir à reconstituer une époque. C'est-à-dire, comment ça fonctionnait, qu'est-ce que les gens avaient en tête, par exemple en 1780. Hein, tu vois, ils étaient comment les gens à Orléans en 1780, comment c'était leur vie, comment s'organisait la ville, etc., etc. Essayez de réfléchir à 1780 comme si vous ne saviez pas qu'il y a derrière 1789, c'est une gymnastique intellectuelle qui est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Bon, première difficulté. Celle-là, elle est grosse. Hein. 1780, c'est vraiment gros. Je vous aurais dit 1702, 1780 par rapport à 1789. C'est une vraie gymnastique intellectuelle extrêmement compliquée. Mais il y en a une seconde, et un train peut en cacher l'autre, comme on dit à la SNCF. C'est que la France de 1780, c'est une France chrétienne catholique. Si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'une imprégnation catholique de tous les aspects de la vie, vous ne comprenez pas une société d'Ancien Régime, hein, ça c'est clair. Je fais une parenthèse, parce que vous m'avez posé la question. Le processus de sécularisation a tellement bien réussi en France que maintenant les profs d'histoire peuvent parler de religion sans aucune dimension spirituelle, ce qui est formidable. C'est une incroyable libération. On peut de nouveau, au bout de 200 ans de déchristianisation, reparler de religion sans que ça n'engage en rien la spiritualité de celui qui parle. Bon, je ferme la parenthèse. 1780, si vous ne comprenez pas le christianisme, vous ne comprenez pas comment vivent les gens, comment pensent les gens, etc. Alors c'est quoi le christianisme? C'est ce qu'il y a dans le Nouveau Testament? Oui, c'est ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, bien sûr. Et alors, si on veut savoir ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on fait? On lit le Nouveau Testament. Et si on veut comprendre ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, et si on est un historien sérieux, on va lire les historiens de l'Antiquité, qui sont ceux qui sont capables de décrire à quoi ressemblait la Palestine, province romaine, à la fin du 1er siècle, qui sont capables d'expliquer la circulation de la langue grecque dans cette partie de la Méditerranée, etc., etc. Bon. Et puis vous allez accumuler des connaissances qui sont indispensables pour ne pas faire de contresens. Les pères de l'Église, et puis l'histoire de l'Église primitive, et puis l'histoire de l'Église pontificale, etc., etc. Sauf que quand vous allez retourner à 1780, qui est le point qui vous intéresse, il va falloir faire une opération encore plus compliquée, peut-être, que de vous débarrasser de 1789, c'est d'essayer de comprendre tout ce que les gens avaient oublié du passé et qui ne jouait pas, ne pesait pas sur leurs épaules. Est-ce que vous croyez vraiment que la vision du monde de la cour de Louis XIV pèse sur votre vie de citoyenne? Réponse non. Hein? Ok. Je veux dire, Versailles, c'est pas ça qui vous fait voter comme ci, ou préférer tel type de personne, ou choisir vos vacances, etc. Okay. C'est-à-dire que la vraie difficulté pour un historien et une historienne, c'est pas de faire des espèces de grandes odyssées, de la pudeur à travers les temps, les corps aux pieds à travers les temps, etc. Non, non. C'est à un moment donné, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que les gens ont dans la tête à ce moment donné là. Et là, vous êtes bon en histoire quand vous faites ça. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la tête d'un ouvrier charpentier ou d'un commerçant ou d'un bourgeois ou d'une prostituée ou d'un courtisan de 1780 et que vous avez vraiment réussi à reconstituer son univers social, politique, culturel, mental, spirituel, etc., etc., à lui,
en ayant plus d'informations qu'il n'en avait, mais en vous débarrassant des informations inutiles. Vous voyez comme c'est compliqué ? C'est super compliqué l'histoire, en fait. C'est un super métier parce que c'est super. De toute façon, ce ne serait pas intéressant si ce n'était pas compliqué. Voilà. Hein, c'est comme tout, ça devient intéressant à partir du moment où c'est compliqué. Ce serait ma manière de vous répondre. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Alors, allez-y, non. C'est une prise d'otage, là, je suis désolée. Non. Désolée pour cette prise d'otage. Et du coup, mon point, c'est, au vu de cette complexité, sommes-nous capables de l'accepter ? Sommes-nous capables de l'accepter dans le sens, est-ce qu'on a eu trop tendance soit à simplifier l'histoire ? Pourtant, on a bien tendance à simplifier les mathématiques, mais ça ne pose pas autant de problèmes, finalement, là, à cause de sujets clivants, le récit national ou ce genre de choses. Donc, quelle est la spécificité qui fait que c'est aussi clivant et complexe de ne pas accepter la complexité de l'histoire ? C'est ça qui... Non, mais c'est oui, mais c'est deux choses... Ah oui, non. Oui, c'est-à-dire que, et vous avez raison, vous accordez à la complexité la vertu immense de désamorcer les fausses polémiques ou les identités trop simples. Et là-dessus, vous avez entièrement raison, c'est exactement ce que j'essaie de faire. C'est très exactement ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire de noyer, si j'ose dire, les positions à l'emporte-pièce dans un bain de complexité qui a, de mon point de vue, un avantage, c'est que ça désamorce les passions. Parce qu'en fait, il faut inverser. Ce sont les passions qui font de la simplification, en fait. Hein, c'est la passion identitaire, c'est la passion militante, c'est la passion nostalgique. Hein. On peut avoir à ma droite la nostalgie, à ma gauche la victimisation, enfin peu importe. Et toutes ces passions-là, évidemment, elles fonctionnent en simplifiant. Dès que vous introduisez de la complexité, vous refroidissez. Et moi, ce que je cherche, c'est effectivement à refroidir, y compris des choses qui sont très chaudes. Là, je vous ai répondu. Une petite dernière, comme on dit, avant de prendre la route. Allez. Et courte. Oui, en fait, comme c'est très compliqué, on est obligé de faire plus ou moins des simplifications et alors peut-être un récit. Et je pense que c'est le récit historique qui... on s'est bien aperçu après que c'était un peu toujours dirigé vers certaines choses, on montrait que les bons aspects du pays et tout ça. Et je pense que c'est ce qui crée beaucoup de suspicions maintenant, quoi. Puisqu'on s'est rendu compte que en fait, l'histoire était écrite, on va dire, toujours par les gagnants. Et voilà, parce que c'était fait comme ça il y a longtemps. Et ça, c'est loin de la vérité historique, scientifique. Et maintenant, ça crée une suspicion de partout. On ne peut plus faire consensus sur des vérités historiques. C'est tout le temps remis en question. C'est incroyable. Alors, oui et non. C'est-à-dire, je suis d'accord. Je pense qu'il y a deux choses différentes. Vous dites l'histoire est toujours écrite par les gagnants. C'est à peu près vrai. C'est pas totalement vrai. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça je le confirme, ce sont les gagnants qui laissent le plus de traces. Mais les traces ne sont pas faites pour les historiens, les traces sont faites pour autre chose. Elles sont faites pour les procédures, les trucs, machin, etc. Okay, bon. Les dominants sont ceux qui laissent le plus de traces, c'est-à-dire ce sont ceux à propos desquels on peut écrire l'histoire la plus documentée, la plus riche. Ça oui. Maintenant, si vous prenez l'âge d'or de la formation du métier d'historien dans la France du 19e siècle, parce que c'est le moment où le métier se professionnalise, en même temps qu'en médecine, vous avez Claude Bernard, et vous avez Michelet en histoire. Écoutez, Michelet, regardez, prenons le cas de Michelet. Alors, si vous prenez les critères d'aujourd'hui, alors évidemment, il est blanc, il est homme, il a toujours eu plus de 50 ans, même quand il était petit. Bon, très bien. Mais Michelet, c'est un fils d'artisan jacobin qui arrive à devenir professeur d'histoire, enfin qui est philosophe, puis professeur d'histoire au Collège de France. Et puis il est viré parce qu'il est anti-jésuite. Il écrit un livre, un des grands livres féministes du 19e siècle, qui est La Sorcière, et un des grands livres d'une sorte de romantisme socialiste, qui est Le Peuple. C'est-à-dire que c'est le pape de l'histoire de France.
Enfin, c'est quand même un fils d'artisan jacobin parisien qui est démis de sa chair parce que il lutte contre les jésuites et qui parle du peuple. Bon, alors moi je veux bien. Alors si vous me dites du point de vue des dominants à l'échelle du genre, oui, bah, c'est un homme, c'est pas une femme. Oui, c'est un blanc, c'est pas un noir. Oui, c'est un libre, c'est pas un esclave. Oui, c'est un urbain, c'est pas un paysan qui n'a pas accès à toutes sortes de ressources, etc. Bon, mais en même temps, voilà, je pense qu'il faut. Et pour ce qui est de la Troisième République, vous le savez très bien, c'est-à-dire les fondamentaux de la Troisième République ont été arrachés quand même à des gens qui n'étaient pas des pauvres. Hein. Je ne suis pas en train de faire inverser les choses. Bon, enfin, c'était des protestants, des juifs et des francs-maçons qui ont arraché la légitimité à la noblesse catholique. C'est quand même ça, c'est en gros ça la trajectoire. Donc, je pense que désamorcer toute la dimension progressiste de cette réalité qui, par ailleurs, a justifié l'aventure coloniale. Bien sûr, ils ont tous justifié l'aventure coloniale. Michelet n'a jamais dit un mot contre les expéditions, la conquête sanglante de l'Algérie, etc. Bien sûr. Mais, non mais, je vous l'accorde, mais il faut quand même juste introduire un peu de nuance. C'est-à-dire que, et puis c'est aussi une des choses très très particulières de l'histoire du colonialisme, hein, quand même, de Jules Ferry à Guy Mollet, le colonialisme il est porté à gauche, hein, de fait. Voilà. Alors après, Guy Mollet est tombé dans les poubelles de l'histoire, voilà, c'est comme ça. Donc oui, d'accord, mais enfin voilà, je serais très hostile à l'idée d'une présentation en blanc et noir. Bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, Jean-Frédéric Chaube. Appelé à lire et à faire lire.